Donc toujours au SoBD, nous sommes sur le stand des éditions du Canard avec José Roosevelt. Bonjour José. Bonjour. Alors je crois que tu viens ici depuis très très longtemps me semble-t-il. En fait, depuis que le festival s'est installé ici, au Halles de Blanc-Manteau, avant il était consacré aux ouvrages qui avaient trait à la bande dessinée. D'où le nom SoBD. Et quand ils ont décidé d'ouvrir une maison indépendante, j'ai été contacté, j'ai répondu tout de suite. Donc ça fait, je crois que c'est la 6e fois que je viens. Voilà, alors tu as un parcours très particulier, tu as vécu au Brésil, tu vis actuellement en Suisse, c'est ça? Moitié de ma vie en Suisse, ça fait plus de 30 ans que j'habite en Suisse. Voilà, et tu es devenu très vite éditeur de tes propres œuvres après un passage chez les éditions Paquet, je crois. Alors, éditions Paquet, pourquoi ce choix de Boîte à Bulles, pourquoi ce choix de l'indépendance avec ta propre maison d'édition maintenant? Bon, d'une part, parce que j'aime avoir le contrôle complet sur le livre, l'œuvre que j'ai dit, l'œuvre que je veux publier. Jamais, avec ces deux éditeurs chez qui je suis passé avant, j'étais content avec le résultat, jamais. Et les éditeurs, même les éditeurs indépendants, ils ont leurs dogmes, ils ont leurs principes, et c'est difficile de pouvoir imposer quelque chose, une vision différente. Et une des choses que je voulais imposer dans mon travail, parce que c'est de la bande dessinée en noir et blanc, c'est la couverture noir et blanc. Ça, il paraît que c'est un tabou absolu. Personne ne veut faire une couverture noir et blanc. Et voilà, à partir du moment où j'étais indépendant, mon premier livre c'était La Table de Vénus en 2002, couverture en noir et blanc. Et toute la série, comme tu peux voir. 13 tomes d'un cycle Donc là, tu es à la fin du cycle cette année, c'est ça, oui, 2019. Il est fini. Voilà. Le dernier volume est sorti en juin. Voilà. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ton œuvre, je vais renvoyer sur une vidéo qu'on a fait il y a quelques temps qui est disponible sur la page YouTube Libermundi, où on parle de ton travail. Mais alors, peut-être pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce qu'on peut pitcher ce? C'est quasiment impossible. Qu'est-ce que tu dirais C'est une œuvre très complète. Alors, déjà 13 volumes, ça fait plus ou moins 800 pages. Donc tu n'es pas superstitieux déjà? Non. Non, pas du tout. Non. Mais par contre, chez toi, il y a, je crois, sans déflorer, il y a quand même une place pour la symbolique des nombres, la symbolique des lieux. Il y a des choses qui jouent quand même. Nombres, oui, notamment dans le volume 9. C'est pas une coïncidence d'ailleurs que c'est le volume 9, 3x3. Et il y a... Pardon. Il y a ces 3 volumes 7, 8, 9 qui, dans l'histoire, forment une sorte de trilogie de livres. Voilà. Alors quand même, pour ceux qui auraient envie de découvrir, ça parle de quoi ce? Ça parle de beaucoup de choses. En fait, l'histoire commence avec un personnage que j'ai voulu, pas un anti-héros, mais anti-héros. C'est-à-dire, c'est un personnage qui est dans plus ou moins dans la cinquantaine, qui est un peu chauve. On va le voir là dans une très belle dédicace là, que tu m'as fait. Ouais. Effectivement. Et quand il apparaît, il est un immortel, on va savoir par la suite qu'il est un immortel, mais contrairement à beaucoup d'immortels en littérature ou dans le cinéma qui sont des lieux, qui sont des dieux, ou alors qui sont accablés d'une malédiction comme les vampires. Non, mon immortel là, et il est un fonctionnaire d'un monde un peu futuriste, mais c'est un fonctionnaire et il ne connaît rien de son passé, il n'a même pas de nom. C'est par la suite que quelqu'un va l'appeler on voit ça encore dans le premier volume. Et ce personnage a des rêves, contrairement aux autres immortels qui ne rêvent pas. Il a des rêves qui le dérangent beaucoup. On va découvrir petit à petit que ces rêves, c'est son passé qui se réveille. Et donc c'est un homme qui cherche à comprendre ce qu'il ne comprend pas de façon objective, de façon rationnelle. Évidemment, il y a des rêves, il y
a un langage onirique qui est pour lui très mystérieux, qui va rester mystérieux aussi pour le lecteur jusqu'à ce que certaines choses, certains faits puissent séparer ce qui est du domaine de l'onirique et ce qui est de sa mémoire. Oui, alors il y a des influences du surréalisme belge chez toi, un petit peu on dirait. Oui, bien sûr. Le surréalisme a toujours été un grand amour de ma vie. J'ai fait aussi de la peinture surréaliste. J'étais très influencé par tout le mouvement surréaliste, plus particulièrement par les peintres comme Dali, Ernst, Magritte. Et aussi, alors si je ne me trompe, une des influences majeures que tu as, c'est peut-être un mélange entre l'univers de Scuiten et de Moebius, peut-être pour l'architecture et puis le côté, les différents niveaux d'univers. C'est difficile de dire quelles sont les influences majeures dans mon œuvre. Moi, je suis un grand lecteur de bande dessinée. Je suis aussi un lecteur de littérature. Enfin. En tant qu'auteur, j'ai l'esprit ouvert à tout. Donc je pêche par-ci, par-là. J'adore Moebius, évidemment, j'adore Scuiten. Mais peut-être que l'architecture, je penche plutôt par Drouillet. Et aussi dans la gravure et la peinture ancienne, on a des choses extraordinaires. Je pense tout de suite, tu as parlé de Belge, je pense tout de suite à ces tours de Babel de Bruegel. Eh oui. Toutes ces choses entrent par mes yeux et fécondent mon imagination. Et tu finis par quelque chose, sans trop gâcher le dernier tome, c'est une référence à ce que Jodorowsky appelle le vrai art sacré, c'est-à-dire Jodorowsky dit que c'est pas tellement la bande dessinée, c'est plus l'architecture des cathédrales, et alors on retrouve la cathédrale de Chartres. C'est ça, ce qui est très étonnant. Le personnage se trouve dans les ruines de la cathédrale, en fait, qui elle est cachée dans une montagne. Ces ruines sont cachées dans une montagne. Et j'ai pris comme modèle pour la cathédrale, il y a plusieurs endroits où on voit l'intérieur de la cathédrale, l'extérieur aussi. J'ai pris comme modèle de la cathédrale de Chartres. J'ai un amour particulier pour cette cathédrale, c'est un monument extraordinaire. Voilà, donc je pense qu'on va encore être surpris, donc j'invite tout le monde à lire ce cycle de 13 volumes. Et alors, du coup, quels sont tes projets maintenant? Tu retournes, enfin, tu fais toujours de la peinture, tu vends tes originaux aussi, je crois, un petit peu. Oui, voilà. Vivre de droit d'auteur, c'est difficile, hein? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, je vends mes originaux. D'ailleurs, au festival ici, j'ai vendu 4 planches cette année. Parce que cette année, je travaille avec aucune galerie. Je me suis permis d'apporter avec moi des planches. La question est... Et est-ce qu'on peut rêver par rapport à tes projets? Est-ce qu'on pourrait rêver d'une espèce de rétrospective sur ce, d'une exposition comme par exemple Scuiten fait des scénographies en expo assez dingues sur un univers, et toi tu as construit un univers. Est-ce que tu rêves de le voir mis en scène et scénographié par exemple maintenant? Pourquoi pas, oui, ça serait très chouette. Voilà. C'est une très belle idée. Il faut trouver quelqu'un. Et ben voilà, on va profiter pour lancer un avis dans cette vidéo pour les mécènes et les amateurs de l'imaginaire. Voilà, venez voir l'œuvre de José Roosevelt. Alors, pour suivre ton actualité, ton site internet www.juanalberto.ch. Voilà, qui est un de tes personnages fétiches. Juan Alberto, voilà, c'est un personnage qui accompagne depuis les premières histoires. Voilà. Qui est un canard, hein, c'est ça? Il n'est pas vraiment un canard, il a une tête de canard. Et on va le revoir bientôt, j'ai l'impression, non? Oui, oui. C'est ça, à dans suivre. le projet que je tiens maintenant, c'est quelque chose de très différent de ce, dans le sens où ce était très structuré, une attention particulière pour tous les détails, les rapports entre les choses. Tandis que là, je pars sur quelque chose de plus modeste, mais peut-être même plus onirique, plus libre. Je dis pas trop. D'accord. Bon. Je laisse le lectorat découvrir. Bon, peut-être l'année prochaine alors. Peut-être l'année prochaine. Hein, à BD toujours au mois de décembre. Merci José. Mais je t'en prie.